Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous avons souhaité la consacrer cette semaine aux premiers pas à effectuer au début de la pratique. Une approche importante et pas toujours évidente qui déterminera notre façon d'avancer sur la voie et vers l'éveil et donc notre attitude dans notre vie de tous les jours, envers nous-mêmes mais aussi envers les autres. Alors, quelles sont les qualités à développer lors de cette première phase de la pratique bouddhiste? Quels peuvent être les obstacles et comment les contourner? De quelle manière notre maître peut-il nous aider et comment le choisir? Nous retrouvons notre invité Gérard Pilet pour répondre à toutes ces questions. Gérard Pilet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un ancien disciple du maître zen Tezen Deshimaru. Oui. Vous avez été professeur de philosophie. Oui. Vous avez également enseigné pendant 25 ans au Dojo Zen de Paris. Oui. Et donc aujourd'hui, vous menez des sessions de pratique, de méditation en France, en province et à l'étranger. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous, Gérard Pilet. Alors, pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous dire quel lien existe entre la pratique et la foi dans le bouddhisme zen? Oui, je crois que dans l'esprit de beaucoup de gens, la foi, c'est un prérequis pour s'engager dans la pratique d'une voie. Mais en fait, cette idée n'est pas juste en ce qui concerne le bouddhisme zen. En ce qui concerne le bouddhisme zen, ce qui est requis au début, c'est une attitude favorable et positive vis-à-vis de la pratique. Cela suffit. Parce qu'ensuite, la pratique nous éveille à la foi et inversement, la foi va en quelque sorte renforcer notre pratique, nous encourager dans la pratique, nous stimuler dans la pratique. Il se constitue ainsi une sorte de cercle vertueux entre la foi et la pratique. J'entends parfois ici la conviction intérieure née de l'expérience directe, laquelle est le fruit de la pratique. Alors, est-ce qu'il y a quand même une qualité particulière à développer dans ces débuts de la pratique? Oui, la patience. Dans les deux sens du mot patience. Premier sens du mot, patience, supporter la douleur. Parce qu'en effet, dans les débuts de la pratique, la posture de zazen n'est pas très confortable, il faut bien l'avouer. Et il est nécessaire dans ces cas-là d'accepter vraiment les douleurs du corps. Si on traverse cette phase qui dure de quelques jours à quelques semaines, selon les personnes, si l'on traverse cette phase, la posture ensuite va devenir très confortable. Et nous ne ressentirons de douleur que si le temps de zazen est beaucoup plus long qu'il ne l'est habituellement. Et alors, est-ce que la patience ne peut pas revêtir un second sens? Voilà. Donc, dans le second sens, la patience, c'est le temps qu'on donne au temps, le temps qu'on donne à la pratique. Et nous vivons dans une société moderne où tout va très vite. Et de ce fait, beaucoup de débutants exigent des résultats rapides. C'est dommage, parce que, en ce qui concerne la voie spirituelle, il faut bien comprendre qu'on n'obtient pas l'approfondissement de la pratique en un clin d'œil. Il faut du temps. Mon maître Deshimaru, disait, en parlant de la pratique, lorsque les gouttes d'eau tombent au même endroit, elles finissent par faire un trou. Ce trou, c'est le symbole de l'approfondissement de la pratique. Mais pour ça, la patience est nécessaire. Alors, on dit aussi que la lecture peut se révéler importante au début de la pratique, mais dans quelle mesure plus précisément, Voilà. Gérard Pilet? C'est exact. Dans quelle mesure, c'est la question juste. Parce que lire beaucoup, ingurgiter énormément de livres, n'est pas la bonne solution.
ce n'est pas la bonne solution parce que le mental des gens est souvent très agité, saturé, et lire des livres ne fait que renforcer la saturation en question. Lire un grand nombre de livres, en tout cas. Il y a dans le zen cette histoire très évocatrice, cette histoire d'un maître qui se trouve face à son disciple, et le maître prend la carafe d'eau qui se trouvait là, puis son verre, il verse de l'eau dans le verre. Le verre se remplit, se remplit, se remplit, le verre est plein, le maître continue de verser de l'eau, l'eau se répand sur la table et le disciple de lui dire « Mais qu'est-ce que vous faites, maître? Il y a de l'eau partout. » Et le maître, reposant la carafe, lui dit « Bien, tu vois, ton esprit, il est ainsi, semblable à ce verre. Il est déjà rempli, je n'ai plus de place pour y mettre quoi que ce soit. » En revanche, on ne peut pas dire qu'il ne faille lire aucun livre. Mais il est nécessaire d'établir une sorte de corrélation, d'interrelation entre la lecture et la pratique. Gérard Pillet, les obstacles sont réputés nombreux dans ces débuts de la pratique. Quels sont les principaux et comment les contourner ? Oui, le premier obstacle, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté de la posture au départ pour le corps. Le second obstacle, c'est celui de l'impatience. Le troisième obstacle, c'est l'attachement à un certain type précis de résultats. Par exemple, vous arrivez dans la pratique avec cette idée que vous êtes très émotif et que la pratique, au bout d'un mois ou deux, va vous rendre très serein et va vous donner une équanimité en toutes circonstances. Ce type d'attachement est préjudiciable à la pratique parce que, comme je le disais au départ, il faut laisser du temps au temps. Et le quatrième obstacle, le dernier obstacle, c'est l'attachement à des représentations en ce qui concerne la voix, en ce qui concerne les effets qu'elle doit produire ou en ce qui concerne le maître. Je me souviens par exemple d'une personne qui avait quitté le temple de la Gendronnière après un jour de pratique, c'était quelqu'un de tout nouveau, parce qu'il avait vu Maître Deshimaru boire un verre de vin et qu'il considérait dans sa représentation qu'un maître ne devait pas boire d'alcool, du tout, jamais. Alors, on vient d'évoquer les principaux obstacles, mais comment est-ce qu'on peut tenter de les contourner, Gérard Pillet ? Peut-être à l'aide d'un maître, justement ? Oui, c'est en effet la présence d'un maître sur la voie est indispensable. Cela dit, il ne faut pas non plus se précipiter dans le choix de son maître. Alors, comment faire ? Quels sont les critères, si on peut dire ? Les critères principaux, je crois, dans le choix du maître, c'est d'abord choisir une personne dont l'exemple nous inspire. Une personne chez qui on sent réaliser certains des aspects que l'on attend de la voie spirituelle. D'autre part, je crois qu'un autre critère pour le choix du maître, c'est la confiance qu'on lui porte. Parce que cette confiance est indispensable pour que la relation maître-disciple soit vraie. Et le troisième point, c'est le troisième critère qui me paraît important dans le choix du maître, c'est de choisir un maître qui nous stimule dans notre pratique et qui développe en nous une certaine envie de pratiquer. Alors, un autre aspect primordial dans ces débuts de la pratique, c'est les liens à établir de façon quasi permanente entre la vie quotidienne et justement notre pratique. Vous pouvez nous en parler ? Oui, il est important
de mettre en pratique dans la vie quotidienne certains aspects de la voie. Par exemple, la voie requiert un mental qui soit bien stable et on peut s'entraîner dans la vie quotidienne à la stabilité du mental. De quelle façon? En étant présent à ce que l'on fait dans la vie quotidienne, présent à ce que l'on fait dans son travail, présent à ce que l'on fait chez soi dans les tâches courantes, les tâches domestiques. Ça, c'est le premier aspect. Mais pour autant, ça n'est pas suffisant. Il faut lui ajouter aussi, je crois, la décision de faire le bien. Ces deux choses sont complémentaires. Si on se contente d'être présent à ce que l'on fait sans faire le bien, la concentration peut devenir préjudiciable. Elle peut nous rendre encore plus efficaces pour faire le mal. Par exemple, le bandit qui prépare un coup, il est très concentré sur son affaire. Il veut que ça marche parce qu'il y a beaucoup d'argent à la clé, qu'il convoite, il est très concentré sur son projet. Mais c'est dans une optique qui ne sert pas le bien. Mais alors, à partir de quand on peut se considérer comme bouddhiste, Gérard Pillet? Est-ce que c'est quelque chose d'immédiat, dès l'instant où on pratique? Non, il y a très peu de gens qui se considèrent comme des bouddhistes au début de la pratique. Il y en a très très peu. Ce n'est que progressivement qu'on devient, par la pratique, de plus en plus intime avec la voie du Bouddha. Et de cette intimité peut, à un certain moment, naître le sentiment d'être bouddhiste. Mais ça peut demander plusieurs mois, voire même, peut demander un certain nombre d'années. Alors, on parle aussi de l'esprit du débutant, donc l'esprit avec lequel on débute cette pratique. Finalement, est-ce qu'on ne doit pas conserver cet esprit du débutant tout au long de sa vie? Oui, l'esprit du débutant, c'est quoi exactement? L'esprit du débutant, je crois, c'est l'esprit frais. Lorsqu'on commence une activité, en fait, on a tout à découvrir. Alors, on est curieux, on est intéressé, on est neuf en un mot. La routine n'est pas passée par là. Sur la voie, il est important de garder cette fraîcheur d'esprit. Lorsqu'on pratique zazen, par exemple, chaque zazen doit être neuf, nouveau. Parce qu'effectivement, aucun zazen n'est exactement semblable au précédent. Et il est important de garder cette fraîcheur jusqu'à la fin de ces jours, si on pratique jusqu'à la fin de ces jours, ce qui est tout à fait souhaitable. Très bien. Merci beaucoup, Gérard Pillet, pour tous vos éclaircissements. Merci. Pour terminer, voici quelques ouvrages que vous pouvez vous procurer. De notre invité, Sagesse du cœur, aux éditions Kanjizai, une belle façon de découvrir comment les enseignements du bouddhisme peuvent aider à traiter les émotions. Présence du bouddhisme, publié aux éditions Gallimard, sous la direction de René de Berval. Et enfin, Le bouddhisme en 50 clés, de Denis Gira, publié chez Bayard, pour comprendre les notions fondamentales du bouddhisme, son évolution à travers les 25 derniers siècles, mais aussi sa place dans notre monde d'aujourd'hui. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain.